50 minutes. D'accord. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 2 janvier 2026 et nos chers amis, l'ambassadeur Chas Freeman et le professeur Mohammad Marandi sont avec nous. Bon retour parmi nous, professeur Marandi et monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec toi, Nima. Thank you for inviting us. Merci de nous avoir invités et bonne année à vous ainsi qu'à notre public. Permettez-moi de commencer avec vous, professeur Marandi. Voici ce que nous avons vu avec le tweet de Donald Trump. Laissez-moi simplement le retrouver ici. Le voilà. Vous voyez Donald Trump tweeter que si l'Iran ferme le pays et tue violemment des manifestants pacifiques, ce qu'il affirme être leur habitude, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Nous sommes armés, chargés et prêts à agir. Et nous avons eu une réponse du chef du Conseil national de sécurité iranien, Ali Larijani. Il a déclaré qu'avec les propos des responsables israéliens et de Donald Trump, ce qui se passait en coulisses est désormais clair. Nous faisons la distinction entre la position des commerçants protestataires et les actions des fauteurs de troubles. Et Trump devrait savoir qu'une ingérence américaine dans cette affaire intérieure déstabiliserait toute la région et nuirait aux intérêts des États-Unis. Le peuple américain devrait savoir que Trump est à l'origine de cet aventurisme et il devrait se soucier de la sécurité de ses soldats. Que se passe-t-il, professeur Marandi? Concernant les manifestations en Iran, puisque Donald Trump en parle, sa principale raison de tweeter est la situation en Iran. Que se passe-t-il et comment avez-vous perçu la réaction du président des États-Unis? Eh bien, les manifestations, à mon avis, sont assez simples. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une chute soudaine du rial sur une courte période, et certains commerçants et entrepreneurs du centre-ville sont descendus dans la rue pour protester. En gros, parce que l'instabilité du prix du rial rend très difficile pour eux l'achat de marchandises, la vente de produits, la réalisation de bénéfices et la survie de leurs entreprises. Et ce qui s'est produit, comme lors d'occasions précédentes, c'est que de petits groupes se sont infiltrés. Nous en avons vu dans différentes villes également. Lorsqu'ils s'infiltrent, ils deviennent violents. Et on se retrouve alors avec un mélange de manifestants et d'émeutiers. Peu à peu, les manifestants se retirent et les émeutiers restent sur place. Ce que nous avons observé ces derniers jours, ce sont surtout des émeutes. De petites émeutes, peu nombreuses, dans de petites villes et cités, certaines très violentes, d'autres moins, mais pas nombreuses. Ce que nous voyons maintenant, c'est surtout l'utilisation de l'IA, beaucoup d'anciennes vidéos et de la manipulation. Il y a eu, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr, 2 ou 3 morts. 3 morts, je pense, au moins jusqu'à présent, mais je ne suis pas certain des chiffres. Ce que Trump a fait, en gros, et ce que le régime israélien a fait il y a 2 ou 3 jours, lorsqu'ils ont déclaré cela, ils ont publié un tweet, je crois, depuis le compte Israel in Iran sur Twitter. Je ne l'ai pas vu moi-même. On m'en a parlé. Peut-être que quelqu'un dans votre public en saurait plus. Mais cela disait quelque chose comme « Nous sommes parmi vous en Iran », ce que je trouve assez stupide de leur part, d'annoncer ainsi leur implication. Et le tweet de Trump, ou ça, je ne sais pas s'il a fait ça sur Truth Social ou sur Twitter, mais sa déclaration, je pense, ne fait que renforcer la position de l'administration à Téhéran, du gouvernement et du Conseil de sécurité nationale, selon laquelle les États-Unis et le régime israélien cherchent à créer des troubles et des perturbations, surtout quand cela arrive à un moment où Trump et Netanyahou ont leur petite idylle pendant le Nouvel An. Donc, vous savez, qu'il s'agisse de quelque chose qui était, il faut garder cela à l'esprit, le but même des sanctions,
des sanctions de pression maximale est de mettre le peuple iranien à genoux et de le rendre si désespéré qu'il se soulève et renverse le gouvernement. C'est ce qu'ils ont fait à Cuba. C'est ce qu'ils ont fait au Venezuela. They've done in Cuba, this is what they've done in Venezuela. This has been done, this is what they're doing to Russia. C'est ce qu'ils font à la Russie. Et c'est ce qu'ils ont fait avec succès dans le cas de la Syrie. Je suis allé assez souvent en Syrie, et au fil des années, il était clair que la population ne soutenait pas l'arrivée d'Al-Qaïda à Damas. Mais surtout, après l'imposition des sanctions dites César, le moral des Syriens en général s'est effondré. La situation s'est rapidement aggravée, car il y a en Syrie, je ne les ai pas vus moi-même, mais on me l'a dit, des zones où les pénuries alimentaires sont graves. En d'autres termes, les gens étaient au bord de la famine. Les sanctions sont donc là pour faire souffrir la population. Elles ne visent pas les gouvernements. Elles visent toujours les gens pour les forcer à céder. Mais cela ne fonctionnera pas. Je veux dire, dans le cas de l'Iran, et je ne pense pas que cela fonctionnera non plus dans le cas du Venezuela. Je suis allé plusieurs fois au Venezuela, et je ne suis pas un expert, mais j'ai des amis là-bas. D'après ce que je comprends, cela ne va pas marcher. Et jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Mais dans le cas de l'Iran, cela ne fonctionnera certainement pas. Depuis des décennies, on entend sans cesse la même chose, que l'Iran est au bord de l'effondrement, que le régime, comme on aime l'appeler, est détesté et impopulaire. Et c'est intéressant. Il est à la fois impopulaire, en train de s'effondrer, totalement corrompu, et pourtant, en même temps, il représente une menace pour la région, parfois même pour le monde. C'est un paradoxe insoluble. Mais je pense qu'après quelques semaines, tout cela va se terminer et qu'ils passeront ensuite à une nouvelle histoire. Voilà Antoine, Nima. Ambassadeur, quelle est votre compréhension de la réaction de Donald Trump? Eh bien, je pense que Mohammad Marandi a raison. La politique fondamentale des États-Unis, qui soutient les intérêts israéliens visant à éliminer l'Iran comme rival dans la région, consiste à appauvrir le peuple iranien afin qu'il dirige sa colère contre le gouvernement et le renverse. Et bien sûr, je pense, juste avant que nous commencions, que je spéculais, car c'est tout ce que je peux faire. Je ne suis pas en Iran avec vous. Qu'en réalité, il y a deux types de personnes impliquées dans ces manifestations ou émeutes. D'un côté, des gens ordinaires qui ont de très bonnes raisons d'être mécontents de l'effondrement de la valeur de la monnaie. Les commerçants ont commencé cela, mais d'autres s'y sont joints ensuite. Des gens réagissant à de nombreuses autres pressions, notamment une forte baisse du niveau de vie, la pénurie d'eau qui s'aggrave et la menace pesant sur Téhéran. En fait, j'ai entendu dire que le président Raïssi aurait suggéré qu'il pourrait être nécessaire d'évacuer Téhéran en raison du manque d'eau. Les gens sont donc mécontents, c'est naturel, et ils protestent, ce qui l'aide aussi. Puis il y a un second élément, qui peut ou non être manipulé par des intérêts étrangers comme les États-Unis ou Israël, cherchant à tirer parti du mécontentement populaire pour attaquer le régime. Les deux phénomènes existent. La question revient vraiment à la manière dont le gouvernement gère cela. Réagit-il aux manifestations par des ajustements de politique et des changements de pratiques qui répondent aux griefs de la population? Maintient-il l'ordre face à ceux qui sont violents? Et ici, je vais avouer que je suis conservateur. Je ne croyais pas que l'armée de Coxey, que Mohammad connaît probablement, même si personne d'autre ne la connaît, était justifié. C'était un groupe de personnes après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920 et 1930, qui demandaient réparation au gouvernement et occupaient le Mall à Washington.
Et ils ont finalement été dispersés par Douglas MacArthur après une vive controverse au sein du gouvernement de l'époque à ce sujet. Eisenhower étant de l'autre côté de la question, et MacArthur agissant contre des personnes qui entravaient illégalement le fonctionnement du gouvernement. Je n'admire pas vraiment MacArthur pour de nombreuses raisons, mais je dois dire que je ne pense pas qu'aucun gouvernement ait la responsabilité de tolérer la violence de foule ou les actions illégales. Les gouvernements ont la responsabilité d'écouter les manifestations légales, et dans la mesure où ces manifestations deviennent illégales, il me semble naturel de s'attendre à ce que le gouvernement prenne des mesures contre elles. Donc tout cela, c'est, vous savez, essentiellement ma vision de la situation. Celle de Donald Trump et celle d'Israël, comme Mohammad l'a indiqué, sont ouvertement opportunistes. Autrement dit, oh mon Dieu, nous obtenons enfin les résultats de l'appauvrissement du peuple iranien que nous recherchions. Il se soulève contre le gouvernement. Peut-être que certains le font, mais rien n'indique pour l'instant que cela soit fondamentalement différent des précédentes manifestations en Iran. Je pense qu'en 2022, il y a eu pas mal de violence et de protestations autour d'un autre ensemble de questions. Je ne tire absolument aucune conclusion sur la longévité de la République islamique et de ses dirigeants. Et j'ai simplement conclu en disant que la grande ironie ici, en plus du fait que ces manifestations coïncident avec une menace de Donald Trump de soutenir une nouvelle attaque israélienne contre l'Iran, tout à fait conforme à la philosophie selon laquelle la force fait le droit, et en totale contradiction avec ses efforts pour se présenter comme un président de la paix, un président qui fait la paix et non la guerre. Au-delà de cette ironie, nous avons en Iran l'ironie du président Pezeshkian, élu pour tendre la main à l'Occident, mener des réformes économiques et s'attaquer précisément aux problèmes qui provoquent aujourd'hui la détresse. Et il se trouve dans une position très difficile. J'ai compris qu'il a remplacé l'un des gouverneurs de la Banque centrale et qu'il laisse entendre qu'il essaye de faire quelque chose concernant la monnaie. Je ne sais pas ce qu'il peut faire concrètement, mais je suppose que ce qui se passe poussera l'Iran à s'éloigner davantage de l'Occident et à entretenir une relation plus étroite avec d'autres centres de pouvoir dans le monde, comme la Chine, comme la Russie. Et il essaiera de se détacher autant que possible de sa dépendance continue à l'Union européenne, à ses produits et à ses services. Donc au final, je ne sais pas comment tout cela va se terminer, mais je soupçonne que ce ne sera pas au bénéfice de ceux en Occident qui veulent dominer l'Iran. Professeur Marandi, pour moi, être ici en Iran et voir ce qui se passe, non seulement de mes propres yeux, mais aussi à travers les vidéos venant de tout le pays, il n'y a vraiment aucun lien entre l'ampleur des manifestations ici et ce qui est montré dans les médias traditionnels, ou même dans certains médias alternatifs. Et vous savez, je reviens ici après 12 ans, et le fait d'être sur place, de le vivre directement, est assez surprenant. Mais pour vous, que se passe-t-il, professeur Marandi? Quelle est votre compréhension de la situation? Professor Marandi, and what's your understanding in that? Eh bien, ce n'est pas nouveau. Et l'ambassadeur a justement rappelé des précédents où nous avions connu des incidents similaires. Sous l'administration Raisi, nous avons eu la mort de Mahsa Amini. Au début, on a dit qu'elle avait été battue et qu'elle était morte. Mais plus tard, lorsque les images ont été diffusées, il n'y avait aucun signe de violence, ni dans l'autopsie. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Les gens manifestaient, beaucoup de gens, en bien plus grand nombre que lorsque les commerçants sont descendus dans la rue. Pas une foule immense, mais tout de même plus importante. Et à l'époque, la même chose s'est produite. Après un jour ou deux,
l'infiltration a commencé. On voyait ces jeunes masqués arriver, très violents, attaquant la police, les bâtiments, les banques, les agences gouvernementales, les magasins, les forçant à fermer et les intimidant. Et c'est essentiellement une répétition de cet événement, mais en beaucoup plus faible, pour deux raisons. La première, c'est que les gens se souviennent de ce qui s'est passé à l'époque, et ils n'aiment pas la violence. La deuxième, c'est qu'à l'époque, il y a eu un élan émotionnel soudain, car lorsque cette jeune femme est morte, des rumeurs, de fausses rumeurs, ont circulé disant qu'elle avait été battue à mort, ce qui a indigné beaucoup de gens. Cette fois-ci, la question concerne la dévaluation de la monnaie. Et c'est quelque chose que nous connaissons depuis plus de 40 ans, depuis que les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions et que nous avons eu la guerre. Cela se produit parce que l'Iran a une économie sous sanctions. Ainsi, les mécanismes par lesquels le gouvernement gère les problèmes économiques font qu'il doit imprimer de la monnaie. Et lorsqu'il en imprime, il essaie de maintenir la stabilité de la devise. Mais soudainement, il échoue. Et puis, nous avons une baisse de 30% ou de 20%. Ou bien, s'il y a un événement majeur, comme lorsque Obama a d'abord mis en place les sanctions de pression maximale, nous avons connu une chute très soudaine de la monnaie. Quand Trump les a rétablis, nous avons également eu une forte baisse de la monnaie. Donc, ce n'est pas nouveau. Et par conséquent, c'est désagréable. Cela rend les gens mécontents. Cela déstabilise les entrepreneurs. Mais ce n'est pas un choc. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que cela arrivait. Je ne sais pas jusqu'où elle est tombée, mais j'ai eu l'impression, disons, de 20%, 30%, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. Nous avons déjà connu des baisses plus importantes que cela. Mais en tout cas, il y a des griefs légitimes. Et ensuite, de l'infiltration. C'est là le problème. Et cela rend la situation très difficile pour le gouvernement. Parce que, d'un côté, il est normal que les gens descendent dans la rue pour protester contre leurs griefs. Mais de l'autre, il y a sans cesse une implication étrangère. Par exemple, il y a 3 ou 4 ans, pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, beaucoup de personnes arrêtées envoyaient leurs vidéos à l'étranger ou recevaient des instructions venues de l'étranger pour se rendre à tel endroit ou attaquer tel bâtiment. Elles recevaient de l'argent via le Bitcoin. Beaucoup d'entre elles ne se connaissaient même pas. On leur disait simplement « Va à tel endroit, tu y rencontreras 4 autres personnes. » Et elles y allaient. C'était bien organisé. Ce modèle ressemble beaucoup à celui d'alors. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, les gens sont plus sceptiques aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 ans. De plus, la chute de la monnaie n'est pas un problème aussi soudain et émotionnel. C'est un problème sérieux. Il affecte le bien-être de tout le monde en Iran, du moins des personnes comme moi, qui sont des employés du gouvernement. Les gens d'affaires qui sont riches, cela ne les affecte pas. Ou du moins, les gens d'affaires fortunés. Tous les gens d'affaires ne sont pas riches, mais pour ceux qui le sont, cela ne les touche pas. Et ironiquement, ce sont souvent eux qui se montrent les plus critiques dans les discussions et les débats sur l'Iran, les très riches. Mais je ne pense pas que cela va aider les États-Unis. Je pense qu'il y a une erreur d'appréciation majeure et persistante en Occident à propos de l'Iran. Et c'est essentiellement parce qu'ils croient à leur propre propagande. Ils croient ces Iraniens qui travaillent pour eux et disent ce qu'il faut dire. Ainsi, ils pensent constamment que l'Iran est une sorte de régime, comme ils l'appellent toujours. Donc ce n'est pas vraiment légitime ni normal. Et par conséquent, cela ne durera pas. Chaque fois qu'il y a un signe de mécontentement, ils y voient l'annonce de sa disparition imminente et essaient d'en profiter.
on voit des manifestations bien plus importantes en Europe contre le génocide à Gaza. Vous voyez des brutalités policières dans les rues là-bas, sans aucune violence de la part du peuple. Mais ça, c'est acceptable. En revanche, dans le cas de l'Iran, si quelqu'un utilise, je ne sais pas, un couteau ou une pierre pour frapper un policier à la tête, cela est d'une certaine manière considéré comme légitime, voire encouragé. Regardez BBC Persian, financé par l'État, ou Iran International, financé probablement par le Mossad, ou d'autres médias. Ils encouragent la violence. Ils essayent de créer la peur et de faire croire aux Iraniens que tout est dangereux, ce qui est faux. Mais au final, quand les gens prennent du recul et regardent la situation dans son ensemble, ils deviennent plus méfiants envers l'Occident. Et cela rend le président et la direction plus méfiants, eux aussi. C'est figé. Alors, ce qu'il va faire, vous m'entendez? Oui. Maintenant? Oui. D'accord. Donc, au lieu de cela, lorsque le président a été élu, il a parlé de tenter de trouver une sorte de solution avec les États-Unis, une forme d'accord. Mais en retour, il n'a reçu que plus de tensions, de guerres et de massacres. L'attaque américaine et israélienne a tué 1 millier d'Iraniens, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Il va donc et a déjà commencé à se tourner vers la Chine, la Russie et d'autres pays. Comme Charles l'a dit plus tôt, cela ne va pas aider, car l'Iran ne va pas s'effondrer. Il n'y a pas la moindre chance qu'il y ait une quelconque instabilité. Mais ce que cela fait, c'est créer davantage de scepticisme à l'égard de l'Occident. Et au final, beaucoup de ces personnes qui sont, enfin, l'Iran le fait aussi d'ailleurs. Si l'on regarde les Israéliens qui ont été arrêtés pour, je suppose, mais je suis presque sûr que c'est ainsi que ça fonctionne. Ils communiquent avec des Iraniens via les réseaux sociaux et ils reçoivent probablement de l'argent par ce biais. Et c'est exactement ce que les Américains et les Israéliens font aussi à l'intérieur de l'Iran. Mais dans le cas de l'Iran, certains d'entre eux mènent probablement des activités d'espionnage, j'en suis convaincu, tandis que d'autres sont envoyés pour semer le trouble dans les rues. Et encore une fois, à des fins de propagande, cela peut servir pendant quelques jours. Mais au final, cela ne détournera pas l'attention de Gaza et cela ne sapera pas l'État iranien. Je pense, Nima, que tu as mentionné le décalage entre ce que tu observes en Iran et ce qui est rapporté dans les médias traditionnels et dans une certaine mesure sur les réseaux sociaux en dehors de l'Iran. Je crois qu'il est juste de dire que nous vivons à une époque où rien n'est vrai et tout est plausible. La manipulation des récits médiatiques, qu'il s'agisse des médias traditionnels ou des réseaux sociaux, est omniprésente et nous la voyons dans tous les contextes. Dans le cas de Gaza, on a vu une tentative de faire, comme le disait Groucho Marx, « Qui allez-vous croire, vos yeux ou ce que je dis ?» Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de génocide, qu'il y a plein de nourriture. Tu sais, le Hamas agit illégalement, bien qu'il ait le droit, en vertu du droit international, de résister violemment à l'occupation. On voit la même chose avec l'Ukraine. Tu sais, l'Ukraine est en train de gagner. Non, ce n'est pas le cas. Et l'Ukraine n'a pas attaqué Novgorod et les installations présidentielles là-bas, mais elle l'a fait. Il existe donc désormais une longue histoire des médias dominants en Occident et des réseaux sociaux mobilisés pour soutenir des récits utiles. Et je pense que Mohammad a raison. Cette habitude s'est répandue ailleurs. Elle n'est pas limitée à l'Occident. Mais dans le cas de l'Iran, je soupçonne qu'il y a des gens en Iran qui sont naturellement violents et n'ont pas besoin d'encouragement étranger pour l'être, mais qu'il y a aussi des personnes exploitées, recevant des instructions et de l'argent, et incitées à agir violemment. Et je sais que dans le cas de l'Iran, la violence a inclus plusieurs assassinats de politiciens, de scientifiques et d'ingénieurs iraniens.
Et il est clair que cela a été le fait des services de renseignement, presque exclusivement ceux d'Israël, bien que peut-être d'autres y aient également participé. Je veux aussi dire que, dans le cas de la Syrie, que Hamid a mentionné, ce ne sont pas les sanctions qui ont fonctionné, même si elles ont certainement joué un rôle. Il y a eu une opération d'entraînement militaire de 5 milliards de dollars pour des forces djihadistes. Je ne partage pas le mépris général envers les djihadistes, car je sais que le djihad a plusieurs significations, mais des extrémistes, dont l'un est aujourd'hui le président de la Syrie. But extremists, one of whom is now the president of Syria. This is someone who's on film beheading people. C'est quelqu'un qu'on a vu en vidéo en train de décapiter des gens. Et pourtant, il est maintenant reçu dans le bureau ovale et honoré aux Nations Unies à New York, et ainsi de suite. Je pense donc que l'opération d'action clandestine en Syrie était à plusieurs niveaux et très complexe. Et on ne peut pas attribuer la chute du gouvernement Assad à Damas uniquement aux sanctions. J'ajouterais que le gouvernement Assad, à bien des égards, a été son propre pire ennemi à cause de ses fautes sur plusieurs fronts et de son incompétence. Nous en sommes donc là. Mais je pense que, vous savez, la Perse existe depuis plusieurs millénaires et je ne m'attends pas à ce qu'elle disparaisse de sitôt. Et vous savez, c'est là tout le paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe au Moyen-Orient, ou plus particulièrement en Asie de l'Ouest. Mais en Europe, vous savez, nous avons toutes ces prédictions de Kaja Kallas et d'autres. Ne serait-ce pas merveilleux si la Fédération de Russie se fragmentait en petits pays que nous pourrions manipuler plus facilement, alors que le vrai danger, c'est que l'Union européenne se désagrège et que l'OTAN se désagrège. Et toute la propagande qui prétend le contraire n'a en réalité pas beaucoup de crédibilité. Donc je ne suis pas sûr, Mohammad, que les efforts pour exploiter les troubles en Iran aient réellement un effet en Iran, ou même dans la région, car je pense que les gens sont désormais assez sceptiques partout face à ce genre de reportage. Professor Marandi, Oui, professeur Marandi, lorsque nous parlons de l'Iran et que l'ambassadeur Chas Freeman a tenté de décrire les difficultés auxquelles le président actuel de l'Iran est confronté, le président Pezeshkian est arrivé au pouvoir, vous savez, la veille de son investiture. Ismail Haniyeh a été assassiné à Téhéran. Dès le premier jour, il faisait face à de multiples problèmes. L'attaque contre l'Iran par les Israéliens, puis par les États-Unis. Et il fait vraiment beaucoup d'efforts. Je suis ici en Iran et je vois ce qu'ils font. Ils essayent réellement de faire de leur mieux pour améliorer la situation. Mais selon vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés? Eh bien, tout d'abord, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Chas. Dans le cas de la Syrie, c'était une situation complexe. En réalité, c'était probablement bien plus que 5 milliards de dollars, car les attaques et d'autres acteurs finançaient leurs propres opérations via la Turquie et dans une moindre mesure, la Jordanie. Donc oui, c'était une opération majeure et multidimensionnelle. Et bien sûr, le gouvernement syrien n'était pas exactement... Enfin, c'était un parti baathiste. Et nous, en Iran, n'avons jamais aimé le baathisme, car nous avons connu 8 années de guerre avec Saddam Hussein. Mais en tout cas, en Iran, on estimait que cette guerre avait un objectif qui servait les intérêts du régime israélien. Et cela s'est finalement révélé être exactement cela. L'Iran, le Hezbollah et d'autres ont été justifiés à cet égard. Mais je pense qu'en réalité, le président Pezeshkian, et certains me critiqueront probablement pour cela, le président Pezeshkian et le président Raisi étaient, à mon avis, assez semblables. Tous deux étaient des personnes modérées, plutôt au centre de la politique iranienne. L'un, le président Pezeshkian, était davantage associé aux réformistes. L'autre, le président Raisi, davantage aux conservateurs ou aux principalistes, ou quel que soit le terme employé. Mais en réalité, ils se situaient tous deux très clairement au centre.
But in reality, they're very much to the center. In fact, right now, I think all the main En réalité, en ce moment, je pense que tous les principaux acteurs en Iran, comme le Dr Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, le Dr Kalibaf, le président du Parlement, et l'actuel chef du pouvoir judiciaire, je les définirais tous comme se situant quelque part au centre de la politique iranienne. Mais le président Pezeshkian a essayé dès le tout début de trouver une solution politique avec les États-Unis. Et comme vous l'avez justement souligné, le jour de son investiture, quelques heures plus tard, Ismail Haniyeh a été martyrisé à Téhéran. Il était un invité officiel à la cérémonie d'investiture. Le président Pezeshkian l'a étreint. Et ensuite, bien sûr, les États-Unis ont continué à provoquer l'Iran et Trump a tenté de tromper le gouvernement iranien. Il a négocié et il s'est avéré plus tard que dès le tout début, lorsqu'il négociait, il prévoyait, avec le régime israélien, de mener une attaque. Et nous savons, d'après les 3 ou 4 derniers jours, que c'était bien le cas. Il est largement admis que dès le départ, c'est ce qui se passait. Alors, si vous êtes le président Pezeshkian, quelle conclusion en tirez-vous? Que c'est inutile. Nous avons vu à quel point sa présence au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin était audacieuse. Je veux dire, il est allé à Shanghai, puis à Pékin ensuite, et a participé au défilé militaire. Il était, je crois, juste derrière le président Xi. Vous voyez donc l'Iran, sous la présidence de Pezeshkian, s'éloigner davantage de l'Occident, alors qu'il était auparavant disposé à aller vers un rapprochement, non pas à s'éloigner de la Chine ou de la Russie, mais à entretenir de meilleures relations avec l'Occident. C'est donc, je pense, le tort que le régime israélien et le lobby sioniste aux États-Unis ont causé aux États-Unis. Ils ont probablement anéanti toute possibilité de rapprochement à l'avenir, car il est, encore une fois, davantage associé au camp réformiste. Mais il travaille aussi à développer des liens avec la Russie, la Chine et d'autres. Cela a commencé sous la présidence de Raïssi. Nous voyons les premiers signes d'amélioration. L'économie est en croissance. Le pétrole iranien se vend, et il se vend à peu près au prix international. Les Chinois et les Russes commencent à investir dans le pays. Ce sera donc un processus lent, car nous avons connu une décennie de quasi-absence de croissance au plus fort des sanctions de pression maximale, lorsque l'Iran était bien plus isolé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais l'Iran sort de son isolement, tandis que l'Occident devient de plus en plus isolé. Les Russes, sanctionnés comme nous, ont le même type d'intérêt à trouver des solutions économiques qui excluent l'usage du dollar ou des institutions financières occidentales. À l'époque, nous étions seuls. Avec la guerre commerciale en cours avec la Chine, celle-ci a plus d'incitation qu'auparavant à trouver des solutions pour que le dollar américain et les institutions financières américaines ne puissent pas freiner son essor économique. C'est donc une bonne nouvelle pour l'Iran. Personnellement, je pense qu'à moins qu'un événement extraordinaire ne se produise, comme un crash économique mondial, que certains de nos amis jugent imminent, je ne suis pas économiste. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je crois que dans les 2 ou 3 prochaines années, la situation de l'Iran commencera à s'améliorer de manière significative et qu'ils commenceront à voir les bénéfices de cette politique. Par ailleurs, une autre mesure que le président met en œuvre, qui sera controversée et pourrait provoquer des troubles dans la rue, mais si elle est bien menée, elle pourrait avoir un impact très important sur la société. Et c'est quelque chose que le président Raïssi allait lancer. Après sa disparition, cela s'est arrêté, mais maintenant, c'est relancé. Je pense que c'est une décision courageuse et il s'agit de la réforme énergétique. Actuellement, l'essence en Iran coûte environ 1 centime
le litre pour la plupart des gens, et au maximum 3 ou 4 centimes pour la qualité supérieure, environ 3 centimes et demi le litre. Cela entraîne une consommation beaucoup plus élevée que la normale et provoque aussi la contrebande d'essence hors du pays. Le gouvernement doit payer pour l'essence, ainsi que pour le gaz naturel et l'électricité, qui sont également subventionnés de manière similaire. Ainsi, lorsque le gouvernement doit financer ces subventions, il finit par imprimer de la monnaie, et quand il imprime de la monnaie, on assiste à une dévaluation du rial. Bien sûr, je ne suis pas économiste, et je ne parle que dans la mesure de ce que je comprends. Mais s'il réforme le système, les prix vont augmenter, et cela pourrait provoquer de la colère. Cependant, s'il parvient à le faire de manière à ce que l'argent que le gouvernement reçoit soit immédiatement redirigé vers les segments les plus vulnérables de la société, la petite classe moyenne et la classe moyenne également, afin qu'ils voient qu'ils sont compensés pour le changement, alors je pense que cela portera ses fruits. Et c'est pourquoi je pense que l'Occident et les Israéliens ont un fort intérêt à créer de l'instabilité dans la rue, car c'est ce qui freine le gouvernement. Mais s'ils parviennent à le faire, je pense que nous verrons beaucoup d'améliorations dans l'économie iranienne au cours des 2 ou 3 prochaines années. Quelques remarques. Je pense, Mohammad, que la position géopolitique naturelle de l'Iran est la non-alignement, c'est-à-dire ne pas être aligné sur l'une ou l'autre des superpuissances. Si l'on considère que la Russie est encore une superpuissance, ce que je crois, alors la Chine en fait clairement partie, tout comme les États-Unis. L'Inde aspire à ce statut, mais n'y est pas encore. L'une des tragédies, à mon avis, est qu'Ezeshkian représente un effort pour placer l'Iran dans cette position non alignée, avec des relations diversifiées avec l'Occident et d'autres partenaires. Mais il est contraint, et l'Iran est contraint, de prendre parti en raison du refus de tout dialogue ou accord diplomatique de la part des États-Unis. Et pas seulement cela. Comme tu l'as indiqué, il y a même une duplicité manifeste dans l'utilisation de réunions diplomatiques comme couverture pour des attaques militaires. Donc c'est une chose. La deuxième, c'est que je ne pense pas que ce qui se passe en Iran soit si particulier. À l'échelle mondiale, partout, il existe des problèmes de responsabilité des élites envers la population, et beaucoup de gens ordinaires en Occident, aux États-Unis par exemple, ont le sentiment de ne pas avoir de voix réelle dans l'élaboration des politiques et se sentent étrangers au système de gouvernement et à la direction en place à cause de ce manque de responsabilité. Ensuite, nous avons une concentration de la richesse entre les mains de la plutocratie au détriment des couches inférieures de la population. Il y a aussi actuellement une détresse économique aux États-Unis. Un grand débat porte sur ce qu'on appelle l'accessibilité financière, qui est en réalité une manifestation de l'inégalité des revenus. Et je vois cela se produire partout, vraiment. Ce n'est pas, et je ne pense pas que l'Iran échappe à ces tendances. Alors la question est, que peut-on faire à ce sujet? Personne, nulle part, pour le moment, n'a de réponse efficace à ces tendances. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, je ne serai pas si prompt à vous excuser en tant que non-économiste, car d'après mon expérience, la définition de la science, c'est que si vous faites X, vous obtenez toujours Y. Et je ne pense pas que les économistes puissent prétendre à un quelconque degré de certitude sur ce qui va se passer. Si vous faites ceci, est-ce que cela produira cela? Nous n'en savons rien. Donc c'est au mieux une pseudo-science. Mais vous avez raison, la dynamique que vous avez mentionnée est un thème récurrent. Nous avons vu de nombreux pays se ruiner en distribuant des subventions à la population, pour le pain, pour l'essence, pour ceci, cela et le reste.
Pensez à l'Argentine, qui au tournant des 19e et 20e siècles était annoncée comme la société la plus riche de la planète et qui a suivi exactement ce type de politique, se dépensant jusqu'à connaître 9 faillites, ce qui est encore plus que ce que Trump a réussi à faire. Je ne sais donc pas ce qui va se passer, mais je ne pense pas que la Perse, ou plutôt l'Iran, disparaisse de sitôt. Je suis très heureux que Nima Al-Khorshid soit de retour, découvrant l'Iran de première main, et je suis sûr que tu en retireras des enseignements utiles à ton retour au Brésil. J'ai hâte de poursuivre le dialogue, et je te remercie, Mohamed Marandi, pour tes réflexions. And I thank you, Mohammed, for some insights. Thank you, Professor Marandi. And Merci, professeur Marandi. Et avant de conclure, professeur Marandi, compte tenu de ce qui s'est passé, j'ai parlé avec l'un des diplomates les mieux classés ici en Iran. Il m'a dit qu'avant ces manifestations, il n'y avait aucune voie vers une négociation avec les États-Unis, vu la manière dont Donald Trump se comporte actuellement. Pour ceux qui souhaitent une meilleure relation entre l'Iran et les États-Unis, y a-t-il un espoir, une stratégie du côté iranien, ou peut-être une nouvelle attitude pour changer la donne, ou trouver d'une manière ou d'une autre un moyen de faire face à ce type de comportement déstabilisant de la part de Donald Trump? Trump est imprévisible, mais qui est perçu comme raisonnable dans son administration aux yeux des Iraniens? But who's reasonable in his administration in the eyes of Iranians? Well, just one thing that I'd like to add, so that I'm not misunderstood. Eh bien, il y a juste une chose que j'aimerais ajouter pour ne pas être mal compris. Je crois personnellement que ces énormes subventions, je ne suis pas contre les subventions en général, mais ces subventions massives profitent davantage aux riches qu'à quiconque. Ce sont eux qui consomment le plus. Il y a des gens qui n'ont pas d'automobile, ils se déplacent en métro, en bus ou en taxi. Mais les riches partent le week-end dans le nord de l'Iran, où il y a des forêts et la mer, et chaque week-end, ils utilisent, vous savez, de l'essence gratuite, littéralement. L'électricité qu'ils consomment chez eux est aussi fortement subventionnée. Donc, à mon avis, je ne crois pas à l'économie néolibérale. Je pense qu'il faut supprimer bon nombre de ces subventions afin de réduire la consommation, de permettre au gouvernement d'investir dans ces secteurs et aussi d'éviter que des marchandises de contrebande ne quittent le pays. Cet argent pourrait plutôt servir à construire le pays, à développer les infrastructures, à augmenter les salaires et à réellement réduire l'écart entre les riches et les pauvres. C'est du moins ainsi que je le vois. Mais en ce qui concerne l'administration américaine, je ne pense pas que les Iraniens considèrent qu'une personne se distingue particulièrement. Je crois que l'ambassadeur Chas Freeman et d'autres pensaient que Tulsi Gabbard serait une force modératrice. Mais je ne vois pas cela se produire. Je ne vois rien de tel se manifester. I don't see that happening. I don't see that visible. What she tweeted a while back. Elle a tweeté il y a quelque temps à propos du Venezuela, en s'opposant complètement aux mêmes politiques que celles que l'administration dont elle fait maintenant partie poursuit. Donc, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans l'administration américaine que l'Iran considère comme une force modératrice. C'est Trump qui prend les décisions au quotidien, voire à l'heure. Et c'est pourquoi ce que Trump dit n'a pas vraiment d'importance pour les Iraniens. Les Iraniens se préparent à la guerre. Qu'il y ait guerre ou non, c'est une toute autre question. Son tweet ou sa publication sur les réseaux sociaux ne veut rien dire. Cela ne signifie pas que nous nous dirigeons vers la guerre. Cela ne signifie pas que nous nous dirigeons vers la paix. Cela ne signifie pas que nous allons rester là où nous en sommes, car ce qu'il fait aujourd'hui n'a pas nécessairement de pertinence demain. Il a rencontré le président Poutine à Helsinki. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que la guerre en Ukraine évoluait, disons, dans la bonne direction. J'étais sceptique à l'époque, mais en tout cas, beaucoup pensaient que cela allait se produire. Puis nous avons vu Trump changer d'avis à nouveau.
Je pense que la guerre en Ukraine va probablement se terminer par une victoire militaire russe, ce qui contribuera probablement, sinon, à détruire, du moins à fragmenter ou à modifier les frontières de l'UEM et de l'OTAN. Il est donc probable que la guerre se termine militairement, malgré le fait que Trump ait déclaré qu'il mettrait fin au conflit dès le premier jour et qu'il en avait le mandat puisqu'il avait remporté l'élection. Il a obtenu une majorité absolue. Il a gagné tous les États clés. Il avait dit qu'il le ferait. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il est donc perçu à Téhéran comme une personne faible. Il y a un problème constant ici, Mohammad. Trump veut être à la fois médiateur et artisan de la paix, mais il est co-belligérant dans chaque cas. On ne peut pas tenir ces deux rôles en même temps. Dans un monde idéal, il pourrait instaurer la paix entre Israël et l'Iran, mais il est tellement fermement aligné sur Israël que cela n'est pas possible. Et j'ai bien peur que, lorsque tu dis qu'il semble que l'Iran se prépare à la guerre, ce soit une chose très triste à dire, mais réaliste. Pour ma part, je pense que l'Iran a déjà suffisamment souffert des méfaits et des attaques israéliens, et que si une guerre éclate, la riposte iranienne ne se limitera pas aux cibles militaires et de renseignement, comme cela a été le cas par le passé, mais imitera la stratégie israélienne, une attaque contre la population. C'est un produit de la Seconde Guerre mondiale. Une grande conséquence de cette guerre a été qu'elle a transformé la guerre contre les populations plutôt que contre les armées. Et jusqu'à présent, l'Iran a fait exception à cela. Je crains que cette exception ne disparaisse sous la pression que subit l'Iran, ce qui serait très très ironique. Mais il serait utile, je pense, que l'Iran soit un peu plus clair sur ses règles d'engagement en cas de guerre. Ne serait-ce que pour l'effet dissuasif, puisqu'il existe évidemment des contraintes d'ordre théologique, moral, éthique, ainsi que politique, qui pèsent sur le gouvernement. Et j'ai bien peur que nous nous dirigions vers un nouveau cycle. I'm afraid we are headed for another round. I would just add to, as a response to what Je voudrais simplement ajouter, en réponse à ce qu'a dit Chass, que d'après ce que je comprends, dans le cas d'un nouvel acte d'agression contre le pays, la riposte de l'Iran envers Israël sera bien plus sévère que la dernière fois. Mais je pense aussi que les Iraniens ont clairement indiqué que si les États-Unis entraient en guerre avec l'Iran, et ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que les Américains étaient derrière la guerre, mais n'avaient mené qu'une seule frappe contre l'Iran, à laquelle l'Iran avait répondu en frappant leur base au Qatar. Si les États-Unis s'impliquent réellement, directement, et commencent à attaquer l'Iran ou ses capacités de missiles, cela sera dévastateur pour l'économie mondiale, car il n'y aura plus d'exportation de pétrole ni de gaz en provenance de notre région. La plupart des capacités militaires de l'Iran ne sont pas dirigées contre le régime israélien. Elles sont dirigées contre les États-Unis, vers le Golfe Persique et l'océan Indien, car les Iraniens estiment depuis 3 décennies que les Américains pourraient frapper. Ainsi, la majorité des capacités souterraines de missiles et de drones de l'Iran, ainsi que ses autres systèmes, missiles de moyenne portée, missiles de courte portée, beaucoup plus faciles à déplacer et à utiliser, sont orientés vers la région, les Émirats, le Qatar, tous ces pays qui accueillent des bases américaines. S'il y a une guerre, ils seront complices de cette guerre. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas être alignés, et cela ferait s'effondrer l'économie mondiale. Quelqu'un des États-Unis m'a dit, « Eh bien, si le prix du pétrole s'envole, nous n'avons pas besoin du pétrole du Golfe Persique. Le pétrole des États-Unis coûte le même prix. Le pétrole produit aux États-Unis s'envolera lui aussi. Je veux dire, réduire la production de pétrole pourrait rapporter beaucoup d'argent pendant quelques jours avant l'effondrement, mais tout le monde d'autre en paiera le prix. Cela fera chuter l'économie mondiale.
Cela fera chuter l'économie américaine. Espérons que ce n'est pas la direction que nous prenons. Et encore une fois, Trump n'est pas quelqu'un dont on peut prévoir les actions, mais l'Iran ne fondera pas sa politique sur des vœux pieux. Il y a une logique à la politique de pression maximale que nous avons observée dans le cas de la République populaire démocratique de Corée. Elle finit par produire un missile balistique intercontinental capable de contrer directement les États-Unis. Je pense qu'à long terme, c'est là qu'en arrivera l'Iran. Ce n'est pas nécessaire, mais une politique de confrontation engendre la confrontation, tout comme les actes haineux engendrent la haine. Tant que nous poursuivrons une politique d'évitement de la diplomatie et de perpétuation de la confrontation militaire, je pense que le résultat sera très néfaste pour mon propre pays, sans même parler de l'Iran. Merci beaucoup, professeur Mohammad Marandi et ambassadeur Chas Freeman, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un grand plaisir et encore une fois, bonne année. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois aussi m'excuser. La raison pour laquelle cela a été écourté et pourquoi Nima m'a remercié il y a quelques minutes, c'est que j'avais dit avant l'émission que je devrais partir plus tôt pour une autre. Mais ce fut un grand plaisir d'être avec Chas et toi, Nima. J'espère que tout le monde passera une excellente nouvelle année, que Chas a passé une très bonne année et que les téléspectateurs ont eu un merveilleux Noël. Et à nos amis arméniens en Iran, ainsi qu'à nos amis orthodoxes, j'espère qu'ils passeront un bon Noël dans les jours à venir. Super. Ravi de te voir, Mohammad. Et merci, Nima, pour ce que tu fais.